lorsqu'il y a un orage d'été, le débit de la station d'épuration est supérieur au débit de l'Oise ou de la Marne. Cette première affluence, la station d'épuration, qui reçoit l'ensemble des eaux de pluie, mélangées avec les eaux usées, eh bien, finit par avoir un débit qui est du même ordre de grandeur que le débit d'étiage de la Marne ou de l'Oise. Donc vous voyez que c'est quand même des volumes très importants. Donc, et autrement, ils sont dirigés vers un réseau d'eau qui n'est pas d'eau pluviale, qui va directement, en règle générale, rejeter au milieu naturel comme ça. Et quand vous parliez des systèmes d'assainissement non collectif, vous pensiez assainissement non collectif conventionnel type fosse septique ou les autres types, j'ai pas le nom technique en tête, mais des espèces de grands trous trop profonds. Ce que je vais vous dire, c'est que dans l'assainissement non collectif, la fosse septique n'est pas un traitement, c'est un pré-traitement qui permet de retenir les matières en suspension de manière à ce que, après, vous ayez un réseau d'épandage où l'eau, en percolant à travers le sol, va être épurée par les bactéries qui se trouvent dans le sol. Donc, la fosse septique, c'est quelque chose qui empêche le sol de se colmater. Par contre, il faut bien vous dire que moi, quand j'allais chez mes grands-parents, on a mis un jour l'eau sur l'évier. Donc, le problème qui se pose lorsque vous mettez l'eau sur l'évier, on est dans les années 1955-6, le problème numéro 1 du propriétaire, c'est qu'il faut que ça parte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont mis des fosses septiques, puis après, plutôt que de mettre le système épurateur, ils ont fait ce qu'on appelle des puisards. Le puisard, c'est donc un trou pour rejoindre qui suffisamment rempli de cailloux, et pourvu que ça part. Et plus ça part vite, plus l'habitant est content, parce qu'à 150 litres par jour, vous n'avez pas accumulé ça. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup, quand on fait une inspection de l'état des dispositifs d'assainissement non collectif, les plus anciens, on a un système qui est donc bien évidemment non conforme au sens de la réglementation, qui consiste en une fosse septique qui empêche le puisard derrière de se colmater. Et dites-vous bien que quand vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire que votre installation est non conforme, vous devez, lors de la vente de votre maison, avoir, pour que cette vente s'opère, avoir un certificat qui permet que vous devez donner à l'acheteur et qui souvent donne moins-value à la maison. Donc la non-conformité est quelque chose qui est nécessaire lors de la mutation d'un bien. Alors que, ça je le dis depuis des lustres au ministère de l'Environnement, le mauvais raccordement des eaux à un réseau d'égout n'a pas le même statut, c'est-à-dire on ne vous exigera pas au même sens un certificat de conformité. On peut vous le demander, mais on ne l'exigera pas, il n'est pas marqué dans le texte réglementaire. Voilà. Donc vous avez des eaux usées, vous avez un patrimoine qui est quand même énorme, qui vient depuis le début. Vous avez deux types d'assainissement, et dans les eaux usées, vous avez du carbone, vous avez de l'azote et du phosphore, mais vous avez aussi plein d'autres choses, puisque maintenant il y a plein de gens qui regardent s'il y a du paracétamol dans les rivières, qui permet aux poissons de pouvoir dans la tête. Enfin bon, on trouve tous les médicaments possibles et inimaginables, et je peux vous dire que même chez les gens qui font des études, où vous savez, lorsque vous avez une rêve partie, vous savez que vous voyez les substances un petit peu illicites apparaître. C'est-à-dire qu'à l'entrée d'une station d'épuration, vous voyez, pour les petites collectivités, si le film était bon ou pas, puisque tout le monde va aux toilettes à la fin du film, donc vous avez un pic de débit, on a pu voir la baisse du phosphore dans les lessives, et vous pouvez voir effectivement le tétrahydrocannabinol, combien de foins ont été fumés lors d'une fête, puisque vous avez globalement, si vous faites une analyse fine, on ne sait pas le récupérer, désolé. Bon, un point important, avant de passer la parole à Fabien, c'est l'aspect réglementaire. Vous l'aurez vu, ça a été mentionné, mais c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de réglementation, on va faire le plus simple possible. Le plus simple possible, c'est ce puisard-là, qui est susceptible de contaminer les nappes, s'il y en a une. Ensuite, le fait
de valider ou pas tel ou tel dispositif, ben, c'est des fois des lobbies. Voilà, parce que entre le côté démonstrateur hein, sur une plateforme et puis ce qui se passe dans la durée chez un particulier, on a souvent des surprises. Donc c'est la réglementation qui est la force majeure qui va orienter hein, les projets vers une technique ou vers une autre. Et ça va permettre de faire la transition avec Fabien, qui lui s'intéresse à quelque chose qui est pas réglementaire, hein, qui est totalement absent, et il la connaît bien, parce que c'est lui qui était chargé de l'application de la réglementation, hein, qui est cette séparation des urines. Alors, vas-y Fabien. Alors, la question initiale, c'était quels sont les problèmes que rencontre l'assainissement d'aujourd'hui. Et donc, pour l'illustrer, peut-être que je vais faire une présentation un peu historique de la façon dont on gère nos eaux usées, en prenant le cas de Paris. Parce que le projet de recherche que je mène s'appelle OCAPI. C'est le sigle, c'est Optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville, comme a déjà présenté Jacques Le Sabre. Et du coup, on essaie de regarder de façon plus générale comment est-ce que dans une ville on gère les matières organiques en essayant de définir des modalités de gestion en les étudiant à la fois historiquement et puis dans d'autres lieux. Et on remarque qu'en fait, il se met en place des systèmes potentiellement très linéaires ou potentiellement très circulaires de recyclage de matières organiques ou de non-utilisation de ces différentes matières organiques. Alors, sur la matière organique qui nous intéresse dans l'assainissement principalement, c'est les urines et matières fécales. Et le problème principal auquel sont confrontées les civilisations humaines provient des matières fécales et du fait que les matières fécales contiennent des germes qui transmettent les maladies. En particulier donc la gastro-entérite, tout simplement. Hein. Si j'ai une gastro-entérite, on retrouvera les virus de la gastro-entérite dans les matières fécales. Et si cette matière fécale contamine une boisson, enfin de l'eau qui sera bue après, des aliments sur un champ ou bien sur les mains, et ben on transmet la maladie. Et évidemment pour la gastro-entérite ça peut être relativement bénin, mais pour d'autres maladies comme le choléra, ça fait des drames comme par exemple à Haïti lors du tremblement de terre où il y a eu une épidémie de choléra qui s'est déclenchée suite à des travailleurs étrangers qui sont venus aider en l'absence d'infrastructures d'eau potable. Alors ce problème, toutes les civilisations ont été confrontées un peu de tout temps, et ça a fait qu'il y a eu aussi deux façons différentes de gérer les urines et matières fécales. Il y a eu des civilisations dans lesquelles on n'a jamais développé la réutilisation agricole des urines et matières fécales, principalement à cause de ce risque sanitaire, aussi pour les difficultés de mise en place, avec une idée il ne faut pas risquer de propager des maladies, et donc les matières fécales, et puis les urines souvent aussi, sont tabous, proscrites à tout usage, et puis on s'en débarrasse le plus loin possible. On essaie de les faire disparaître. Et puis il y a tout un tas de civilisations qui se sont développées avec des techniques d'hygiénisation de ces urines et matières fécales pour permettre de les valoriser, parce que si on regarde par exemple l'azote, qui est un bon traceur de ce qu'on mange et ce qu'on excrète, en fait tout ce qu'on mange en termes d'engrais, donc en azote, on le réexcrète immédiatement en urine et matières fécales. Et donc finalement, on peut avoir, en termes d'économie circulaire, quasiment un bouclage complet si on réutilise en agriculture urine et matières fécales. Et donc finalement, il y a un peu tous ces types différents qui ont pu exister, et on peut regarder des villages en Afrique il y a 500 ans, ou la Chine il y a 2000 ans, ou bien la France il y a 150 ans, et on va voir dans différents villages aussi différentes pratiques par rapport à ça, avec parfois même aucune hygiénisation, mais quand même du recyclage. Et puis parfois une hygiénisation et pas de recyclage, donc il y a un peu toutes les configurations qui existent. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, et à Paris en particulier? Je reviens 200 ans en arrière à peu près, à Paris, donc au début du 19e siècle. On est dans une situation où les gens n'ont pas l'eau au robinet. Et ils ont chez eux donc des pots de chambre, et donc on fait pipi caca dans un pot de chambre. Et usuellement, dans le bâtiment, on a construit un trou dans la cour, ça s'appelle une fosse d'aisance, et puis, selon la classe sociale dans laquelle on va soi-même vider son pot de chambre, ou bien c'est les domestiques qui vont vider le pot de chambre dans ce trou, la fosse d'aisance. Et au 19e siècle en France, on a une recherche très forte des engrais, parce que la France est en train de vivre la révolution industrielle, et il faut des bras dans les usines. Et donc, il faut que les terres produisent le plus possible pour laisser
moins de gens travaillaient au champ et plus de gens travaillaient à l'usine, grosso modo. Et donc, on a une recherche du recyclage de ces excréments humains. Et à Paris, c'est très développé. On a donc les fosses d'aisance qui sont collectées, soit par des agriculteurs, soit plutôt par des sociétés de vidange, qui, au fur et à mesure, vont se spécialiser avec des usines de transformation. Et on a plusieurs brevets déposés au long du 19e siècle pour proposer des façons de transformer urine et matière fécale en engrais. Et Paris est entouré à l'époque d'une ceinture maraîchère qui utilise urine et matière fécale des hommes, et puis aussi bien sûr le crottin de cheval, puisqu'il y avait beaucoup de chevaux à l'époque à Paris. Et ce qui se passe, c'est qu'au cours du 19e siècle, il y a eu plusieurs épidémies de choléra qui se sont succédées et dont on comprenait mal l'origine. On sait maintenant que c'est cette contamination orofécale dont j'ai parlé, mais on ne savait pas très bien à l'époque pourquoi. Et on a mis en place ce qu'on appelle l'assainissement d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a évacué, on a voulu par l'eau évacuer tous les gadous de la ville. Initialement, l'assainissement qu'on a mis en place n'évacuait pas les urines et matières fécales, justement parce que c'était la richesse de la nation qui permettait de faire de l'engrais. Et donc on a fait des égouts uniquement pour évacuer tout ce qui était dans la rue. Parce qu'il y avait des gens qui jetaient urine et matières fécales dans la rue aussi. Et puis il y avait toute la boue de la vie quotidienne, quoi, les vieux déchets et autres. Et donc on a construit les égouts initialement pour nettoyer Paris, avec l'idée que le risque de choléra était fortement lié à ça, ce qui était le cas. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi capté des sources loin de Paris, qu'on a apportées dans Paris, et on a commencé à faire l'adduction d'eau potable, de prendre de puits juste à côté, puits qui étaient contaminés par les fosses d'aisance, qui n'étaient pas étanches, etc. Et donc finalement, on a résolu le problème du choléra, entre autres parce qu'on a déconnecté les systèmes et qu'on a amené de l'eau extérieure propre. Et puis, ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le tout à l'égout, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui permet d'être amenée en abondance dans les maisons, donc on peut développer des toilettes avec des chasses d'eau et qui les évacuent. Et finalement, on développe le système de l'épandage des eaux usées, c'est-à-dire on va mettre les eaux usées sur des champs qui permettent, même s'il n'y a plus le recyclage par les vidangeurs, de ramener urine et matière fécale au sol pour garder leur pouvoir fertilisant. Et donc en 1894, à Paris, on vote la loi du tout à l'égout. C'est-à-dire que dans l'égout, non seulement on met les eaux de la rue, mais on va aussi y mettre les urines et matières fécales. Et ça parce qu'on sait que derrière, il y a l'épandage des eaux usées qui permettra de garder la valeur de ces eaux. Donc on met en place ce système, mais dans le cas de Paris, l'épandage des eaux usées aura toujours été insuffisant, c'est-à-dire que les surfaces agricoles disponibles sont toujours beaucoup plus petites par rapport à une population galopante de l'agglomération parisienne qui est passée maintenant à 10 millions d'habitants. Et on est passé donc à l'épuration industrielle, qu'a déjà présenté Jacques Le Sabre, et dont le problème principal, c'est qu'on est sorti de la logique du recyclage sous forme d'engrais, parce que d'une part, à côté, on a réussi à créer les engrais chimiques de synthèse, qui aujourd'hui sont créés principalement par les hydrocarbures fossiles, c'est-à-dire qu'on a des machines au pétrole qui permettent d'extraire du phosphate, et on a des procédés qui fonctionnent avec du gaz naturel, donc hydrocarbures fossiles qu'on importe aujourd'hui en France pour faire des engrais azotés de synthèse. Donc finalement, il n'y a plus, en tout cas dans la logique du XXe siècle, plus besoin de recycler les urines et matières fécales humaines, puisqu'on peut avoir des engrais en quantité quasi illimitée grâce aux ressources fossiles d'hydrocarbures. Et puis, d'un autre côté, on a toujours ce risque sanitaire dans les eaux usées, donc il se développe au fur et à mesure une logique de il faut juste détruire les eaux usées, parce que si on les rejette dans les rivières,